j'ai omis de présenter celui qui anime la leçon de cinéma avec nous, pardon, c'est Michael Henry Wilson, que vous aurez peut-être reconnu, qui est un directeur, réalisateur de documentaires qu'on a présenté de nombreux ici, notamment sur Clint Eastwood, auteur de nombreux livres d'entretien. Voilà, pardon Michael d'avoir omis cet grand connaisseur du cinéma de Joe Dante. Forgiven. Oui, unforgiven. La prochaine question que je voulais poser justement par rapport à cette idée des cartoons et des cartoonistes, alors on peut pratiquement dire, voir tous les films de Joe Dante comme des cartoons, au sens noble, vraiment noble du terme. Et il y aurait comme une ligne entre Chuck Jones et Joe Dante avec peut-être un chaînon qui serait le cinéma de Frank Tashlin. Est-ce qu'il peut nous parler un petit peu du cinéma de Frank Tashlin, qui pour le public était aussi un cartooniste et l'auteur de films comme Le Blond et moi ou comme Jerry chez les Synops qu'on a pu voir ici au festival. Okay, in reference to that love of cartoons that you have, and that is, very present in your films, it also seems that Frank Tashlin was a major component of your work. Would you talk about him? Well, Frank Tashlin was unique in that he was one of the only film directors who had begun as a cartoon director. And when you look at Frank Tashlin's early cartoons, they're very cinematic. The angles are very cinematic, and they don't look like other people's cartoons. And when he became a live-action director, he brought this cartoon sensibility into live action in ways that I always admired and tried to emulate, I guess. I don't know if I did it intentionally, but I have been flattered to be compared to Tashlin by critics who call my films Tashlin-esque. Well, one of the things that... Mais il faut que je traduise. Frank Tashlin, pour moi, c'est un réalisateur unique. Il a commencé par faire des dessins animés, ce qui est très rare quand même, de passer du dessin animé au film de fiction. Mais il a gardé des points de vue, des façons de faire ses plans en passant du dessin animé au film. Et il n'a pas la même vision, la même perspective que les autres. Et je l'ai toujours admiré, j'ai essayé peut-être de l'imiter ou de le faire aussi bien que lui, et je suis toujours très flattée quand on me compare à lui. Joe m'a dit un jour que le monde d'où il venait, pour comprendre l'univers d'où il sortait, il fallait avoir vu des films de Frank Tashlin, de Douglas Sirk et de Jack Arnold. You told me once that to understand where you come from, the world you grew up in, you needed to see the films by Frank Tashlin, Douglas Sirk, and Jack Arnold. Would you elaborate on that? Well, I was speaking of the 1950s, in which the Tashlin movies that I liked were the Martin and Lewis movies that he did, and Bob Hope movies. They frequently broke the fourth wall and reminded you that you were watching a movie. The Douglas Sirk movies were movies about the artificiality of life in the 50s. And the Jack Arnold movies were often about the paranoia that came along with living in the 50s. Donc les films de Tashlin, c'était des films avec Bob Hope et avec Jerry Lewis, et c'était des films aussi qui regardaient la caméra, qui vous rappelaient que vous regardiez un film. Les films de Douglas Sirk, c'était parce qu'il baignait dans les années 50 de l'artificialité de la vie des années 50, et les films de Jack Arnold, c'est pour le sentiment de paranoïa qui émane de lui. But another thing, Joe, don't you think those three directors were kind of smugglers? They were able, within the studio genres, they were able to present their own, their own ideas, their own subversion within that system. D'une certaine façon, ces trois cinéastes, ils sont des contrebandiers qui ont réussi à passer en contrebande des idées personnelles, des idées un peu subversives dans le cadre de films de studio. You have to realize that the films that these directors made were all advertised and sold as different films than they really were. All of this subversion happened underneath the surface of what looked like a science fiction movie, what looked like a standard comedy, what looked like a soap opera. But in fact, when you look at these pictures more deeply, you see that there's a lot more going on than appeared to people at the time. Oui, tous ces films, en fait,
ils étaient différents de ce comme quoi on les vendait, de ce qu'annonçait la publicité. Sous la surface de ces films, qui parfois étaient des comédies ou bien des mélodrames ou bien de la science-fiction, il y avait une autre strate, autre chose à voir. And just to finish on that idea, isn't it something that you did yourself, Joe, in your work, especially when you were working, let's say, with Spielberg, within the major established production structure, you were able to sneak in things that were maybe not necessarily of Spielberg's taste. Je lui demande si dans son cinéma lui-même, il n'a pas été un peu un contrebandier, particulièrement quand il travaillait avec Spielberg à l'intérieur d'énormes structures de production où il réussissait à faire passer des thèmes assez subversifs qui n'étaient pas du goût de Spielberg. When you make a movie, what you really try to do is get away with stuff. You just want to be able to get your message across and make your personality dominant and not make a studio-branded kind of ordinary, bland product that is basically what they always want because they're spending money and they want everyone to love the movie. And so there's a tendency to take the edge off of whatever it is that you do. And the more successful you are at keeping that edge and making the movie different, I think the better the movie turns out. Oui, quand on fait un film, on essaie toujours de faire passer son message et puis que le message soit autorisé à passer. On essaie de faire passer ses préoccupations, sa personnalité, alors que l'intérêt du studio, ce ne serait pas ça. Le studio, il préfère quelque chose de plus insipide, que tout le monde va aimer, qui va être adorable, mais qui est un peu marqué par le sceau du studio, alors que ce qu'on essaie de faire, c'est de garder une personnalité, une touche personnelle dans ce qu'on... Il y a une autre composante dans l'œuvre de Joe, c'est la fascination pour les magiciens, pour les prestidigitateurs. Et il y a un film qui rend ça très très bien, c'est justement Panic à Florida Beach, qui est un hommage à William Castle, cinéaste illusionniste, si l'on est, qui recourait à toutes sortes de méthodes dans la salle pour terrifier les spectateurs, qui circulaient des squelettes, qui électrifiaient les sièges pour faire sauter les gens à un certain moment. Joe, there's another component we haven't broached yet, which is the filmmaker as a magician. And I think you gave one of the most beautiful tributes to that genre with Matinee and a tribute to William Castle. And wasn't William Castle also someone important in your development? William Castle was not a great filmmaker. He made a great movie, Rosemary's Baby, but he didn't direct it. Donc William Castle n'est pas un grand réalisateur, il a fait un grand film qu'il n'a pas réalisé lui-même. But he was a great showman, and after a long standard career, he decided to take all of his money and invest it in a movie that had a gimmick. And the gimmick was that if you saw the movie and you died of fright, Lloyd's of London would pay you a lot of money. And of course he was terrified that somebody might actually die during the movie because then he would have had to pay all this money. But on the other hand, he always said, but think of the publicity. Et surtout, William Castle, c'était un homme de spectacle. Et à un moment, il a investi tout son argent dans une grande idée qu'il avait. C'était un défi. Il disait que si quelqu'un allait voir son film et mourait, il était assuré par la Lloyd's de Londres et que la famille serait indemnisée. Mais quand même, il avait vraiment peur que quelqu'un meure vraiment, mais c'était un énorme argument publicitaire. So Castle looked at the career of Alfred Hitchcock and saw that one of the reasons that Hitchcock was so famous and powerful in Hollywood was because he had merchandised himself as a personality. He had a television show, he appeared in his own movies, and he had made himself into a celebrity. And so William Castle decided that that's what he would do.